doucement vos places pour pouvoir tenir le rythme et le timing. Je suis obligée d'être un petit peu le monsieur ou madame loyal de la journée. Je vais laisser la session à une collaboratrice et une amie qui s'appelle Sabine Plancoulen, qui est chercheure en épidémiologie et qui travaille sur le sommeil, notamment dans les grandes cohortes. Et c'est elle qui va vous présenter les intervenants. Sabine fait partie de notre groupe de travail. Elle a organisé avec Amandine l'ensemble de la journée. Donc un grand merci Sabine pour tout ton investissement. Merci Stéphanie pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc moi je vais m'occuper de la session suivante sur sommeil, cognition et performance académique. Et cette session va commencer avec une présentation de la part d'Evelyne Touchette, qui est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Québec au Canada et qui s'intéresse plus particulièrement aux causes et conséquences des problèmes de sommeil chez l'enfant. Et elle va vous faire un topo sur les trajectoires développementales, le sommeil et la réussite académique. Evelyne. Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, le Québec vous salue. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en 3 étapes. Donc la première, on va discuter ensemble de trajectoire développementale, surtout en lien avec la réussite académique. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient terriblement à cœur, donc j'espère que ça va être intéressant. Ensuite, la deuxième partie, je vais vous présenter des résultats en grande primeur, donc des résultats qui n'ont pas été publiés encore. Et la troisième partie, on va parler plus d'un projet qui s'appelle le projet Dialogue. Donc comment finalement, on rentre en communication avec les parents, comment finalement on leur parle du sommeil. C'est ce qu'on souhaite faire avec notre nouvelle plateforme web. Donc, du coup, j'espère que ça va être hyper intéressant, enrichissant pour tous. Donc, j'ai bien compris que vous êtes dans le domaine de l'éducation nationale de près ou de loin et vous souhaitez accompagner les familles vers la réussite académique. Donc, éventuellement, ce qu'on souhaite, c'est qu'on souhaite que nos enfants puissent réussir leur réussite académique, donc encadrer leur diplôme. Et ce qu'on voit, c'est ici, on a la pyramide de Maslow. Sûrement que ce n'est pas la première fois que vous la voyez. C'est vraiment une pyramide qui nous démontre finalement les besoins physiologiques qui sont tout à la base, un peu comme se nourrir, dormir. Et c'est ça, dormir en fait partie comme la soif, la faim. Donc, c'est très, très important quand on fait partie, puis on souhaite éventuellement mener vers la réussite académique, on doit mettre le sommeil au cœur de nos interventions également. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est que les besoins physiologiques poussent vers le haut pour qu'éventuellement le besoin de s'accomplir qui mène vers la réussite académique puisse se passer. Donc, je pense que la première session de présentation vous a tous convaincus qu'il y a vraiment des problèmes de sommeil, non seulement en France, mais partout à travers le monde. Là, j'ai mis quelques études robustes là, qui sont des études épidémiologiques de grande cohorte. Donc, c'est pour vous montrer un peu le chiffre à retenir, c'est qu'environ le tiers des parents vont rapporter quand même des problèmes de sommeil chez leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien démontré. Donc, c'est rapporté par les parents et c'est des parents qui sont dans la tranche d'âge des enfants qui sont dans la tranche d'âge de 1 à 6 ans. Donc, la réussite académique, essentiellement, ma présentation porte là-dessus. On aurait pu élargir le tout, mais bon, j'avais le mandat de regarder plus le lien entre les trajectoires développementales et la réussite académique. C'est une donnée intéressante. Pourquoi? Mais c'est une donnée qui est solide, qui ne fluctue pas, qui est robuste, qui ne fluctue pas aux erreurs de mesure, étant donné que c'est un amalgame de toutes sortes de performances cognitives. Donc, c'est très intéressant finalement à regarder pour voir est-ce qu'il existe une association entre la réussite académique et le sommeil.
Ici, je vais vous parler d'une méta-analyse. Qu'est-ce qu'une méta-analyse? C'est un regroupement d'études, donc 86 études qui ont été analysées, bien cotées par les auteurs, souvent qui sont un panel d'experts, et ce qui fait en sorte que ça décuple et ça augmente de façon assez grandiose le N. Donc, on a 35 000 enfants, 36 000 de façon approximative d'enfants de 5 à 12 ans qui font partie de cette méta-analyse-là. On sait chez les adultes que dans les études un peu expérimentales, définitivement, quand on prive un adulte de sommeil, on voit que sa mémoire est altérée, son attention est altérée, mais qu'est-ce qu'on en sait chez nos enfants? Dans cette méta-analyse-là, ce qu'on a vu, c'est que bizarrement, c'est qu'il n'y avait pas de lien entre la durée de sommeil ni la mémoire. Bon, il y a toutes sortes d'hypothèses pourquoi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'études qui ont démontré que la durée de sommeil et la réussite académique, il y avait un fort lien. Ce n'est pas un lien causal. Un lien causal, c'est vraiment le fait de pas beaucoup dormir va causer la réussite académique. C'est un lien corrélationnel, donc c'est une association. C'est à garder en tête parce qu'on est beaucoup des fois un peu trop alarmiste. Il faut quand même garder en tête que c'est une étude corrélationnelle, c'est une association et on doit comprendre cette association-là, souvent en ajustant sur d'autres variables pour être certaine que l'association demeure. Mais pour sûr, le sommeil, c'est quelque chose de super important. Donc, si vous voulez améliorer la réussite académique des enfants, c'est très, très important de mettre le sommeil dans la balance. Et évidemment, la réussite, la régulation émotionnelle également, tout ce qui est en lien avec les fonctions exécutives. On sait que de plus en plus dans les classes, il y a beaucoup de troubles de comportement. En tout cas, au Québec, c'est très, très, très quand même en vogue. Et on fait beaucoup d'adaptations scolaires en lien avec ça. Et je pense que le sommeil pourrait être une solution très bénéfique pour aider finalement de dire aux parents, bien, écoutez, si vous souhaitez que votre enfant réussisse bien en classe, bien, aidez-nous à vous aider également. Donc, il faut vraiment créer une espèce de partenariat entre le parent, comme disait Stéphanie, le fameux triptyque parents, école et enfants, sinon il n'y arrivera pas. Pour faire des changements, évidemment. Et quand on regarde les études de la méga grosse méta-analyse, on voit qu'il n'y a pas de lien entre l'efficacité de sommeil. L'efficacité de sommeil, c'est le temps qui a été passé au lit, c'est le temps de durée de sommeil divisé par le temps passé au lit fois 100. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'association entre la réussite académique. Toutefois, il faut avoir un certain bémol, étant donné que les mesures, c'est seulement 3 études là, qui ont pu être compilées par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup moins de puissance que la donnée que je vous ai parlé par rapport à la réussite académique et la durée de sommeil. Ça me fait chaud au cœur. Là. Carmen, elle a présenté la même diapositive lors de sa présentation. On voit quand même que la durée de sommeil, c'est à garder en tête, là, que la durée de sommeil est de plus en plus écourtée au fil potentiellement des décennies. On voit vraiment que la moyenne d'heure, par exemple, d'un enfant de 2 ans était environ 7 heures le soir et avec un écart type qu'on appelle à peu près 38 minutes. Donc, l'écart type était plus faible que, par exemple, dans les années 90. Là. Donc, la moyenne d'heure était plutôt de plus dans la tranche d'âge de 8 heures. Donc, on voit une espèce de diminution d'1 heure et malheureusement, c'est l'heure de coucher qui semble problématique, étant donné que le lever, lui, reste relativement similaire. Et je veux attirer aussi votre attention par rapport à la même diapositive que Carmen a présentée, c'est que le délai semble plus marqué, et ça, c'est un peu inquiétant, là, c'est relié aux 3 premières années de vie. On sait que moi, je vais vraiment vous livrer un peu le message à retenir dans ma présentation, c'est qu'il faut commencer à prendre soin du sommeil, pas seulement à l'école, mais vraiment au tout début de la vie. Et ça, c'est plutôt le parent qui doit être au courant de ce qui est bon comme condition gagnante pour que son enfant, finalement, dorme relativement dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, ma présentation par, cette fois-ci, Sylvie, qui a présenté la même chose, mais on le voit différemment, c'est les recommandations. Moi, ce que j'aime dans les nouvelles recommandations de 2015, c'est qu'on voit
que c'est une courbe en U inversée, mais qu'il y a des variabilités entre les enfants. Encore une fois, pas avoir un discours alarmiste, il faut que vos enfants, comme par exemple, il faut que vos enfants mangent 5 fruits et légumes. Si on tombe dans ce discours-là, bien, ce que ça fait, c'est que ça stresse les parents. Et si on stresse les parents, bien, c'est pas bon parce qu'on sait que le stress des parents, finalement, vient diminuer la qualité de sommeil des enfants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est d'informer, de mieux informer, mais de comprendre à accompagner de façon bienveillante le parent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a nos 0-3 mois, par exemple, qui doivent dormir en moyenne 6 heures, mais qu'il y a une variabilité entre les enfants et que la courbe se déplace vers la gauche. Donc, on s'attend qu'un enfant, par exemple, de 0-3 mois dort beaucoup plus qu'un enfant de 3-5 ans, toutefois de façon avec des phases très hétéroclites. Hein, le sommeil n'est pas consolidé et éventuellement, on souhaite une consolidation de sommeil vers, encore une fois, des siestes, 2 siestes après seulement une sieste en après-midi. Donc, ici, je vous présente la durée de sommeil sur 24 heures, qui inclut évidemment les siestes. Ici, on a nos 6-13 ans qui ne font plus de sieste, donc on parle plutôt de durée de sommeil nocturne. Et encore une fois, on a une courbe de 6 à 14 heures de sommeil. Encore une fois, par rapport aux 6-13 ans, on sait que de plus en plus, un enfant de 6-13 ans doit avoir l'opportunité de sommeil, d'au moins 10 à 11 heures de sommeil. Moi, maintenant, je parle d'opportunité de sommeil parce qu'on sait qu'il y a des petits dormeurs et des longs dormeurs, mais de donner la possibilité à son enfant d'obtenir les recommandations, moi, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir donner cette chance-là à son enfant. Je pense qu'il faut le voir comme ça et non comme il faut que votre enfant dort absolument 10 heures. Des fois, ça arrive, il y a des petits dormeurs dans des familles et les parents font toutes les conditions qu'on leur suggère et ça ne fonctionne pas. Donc, juste de leur exprimer, est-ce que vous mettez les conditions nécessaires? Oui, bien, vous êtes un bon parent, donc votre enfant prend sûrement ce qu'il a besoin. Mais il faut mettre les bonnes conditions nécessaires pour obtenir ça. Donc, ma deuxième partie maintenant, qui sont plus les résultats de grandes primeurs qui sont actuellement soumis dans la revue Pediatrics. Je veux souligner le travail colossal de Dominique Petit, qui est premier auteur sur ce papier-là. C'est une équipe que je travaille depuis mon doctorat, depuis l'an 2000, ça ne me rajeunit pas, mais pas ce papier-là, mais plutôt l'équipe à laquelle je travaille. Puis c'est ça, c'est le CIAMS, là, donc le Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Donc, notre échantillon, qui est un échantillon représentatif d'enfants lorsqu'ils avaient 5 mois, était constitué à peu près de 2223 enfants. Et le bonheur de cet échantillon-là, c'est qu'il est représentatif. Donc, on a vraiment fait un travail colossal avec l'Institut de la statistique du Québec de bien, en fonction de nos 10 régions administratives, que ça soit vraiment avec un poids équivalent, donc avec des poids échantillonnaux, que tout soit relativement bien distribué selon le plan de sondage. Ensuite, on peut se poser la question comment on mesure finalement des effets à long terme d'un manque de sommeil sur la réussite scolaire. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre nos enfants dans des études expérimentales. De dire, bien, toi, tu vas dans le petit groupe de dormeurs, puis on va regarder finalement ce qui t'arrive par la suite. On ne peut pas faire ça. Donc, comment on fait ça en tant que chercheur? On s'en va vers les études épidémiologiques qui nous permettent de tracer des trajectoires développementales. Donc, comment on fait? Évidemment, à l'aide de statistiques, on réussit à déterminer le meilleur nombre de trajectoires qui illustrent notre variable et les meilleures formes que ça peut prendre pour résumer l'hétérogénéité de la variable longitudinale en utilisant un peu le jargon, le maximum de vraisemblance. Donc, c'est comme si on joue au golf, on regarde un peu la meilleure trajectoire qu'il peut avoir et le nombre de trajectoires qui peuvent illustrer très bien notre outil. Dans ce cas-ci de la présentation qu'on a, c'est des trajectoires de sommeil. Évidemment, notre variable préférée aujourd'hui, c'est le sommeil. Donc, c'est le temps de sommeil la nuit. On demandait aux parents d'indiquer combien de temps au total, donc incluant les siestes, dort la nuit en moyenne. Non, les siestes n'étaient pas inclus, c'était vraiment que la nuit, et ça a été rapporté par le parent. Ensuite, très intéressant, donc l'enfant a 10 ans. Ici, pour les trajectoires, on a de 2 ans et demi à 6 ans et on a 5 données de mesure. Donc,
le pourquoi du longitudinal, du suivi dans le temps. Donc, à 10 ans, qui est l'équivalent pour vous, le CM2, et pour le Québec, le 5e année du primaire, on a demandé au professeur qui connaît le mieux l'enfant dans tout ça, de rapporter finalement son score. Est-ce que son score était dans le top de la classe, au-dessus de la moyenne, dans la moyenne, sous la moyenne, ou même au bas de la classe, autant en lecture, en mathématiques, en écriture, en sciences, et du coup, si la moyenne générale était demandée. Donc, on a pu démontrer tout ça. Et ce qu'on a fait, tantôt, je vous parlais de corrélation entre les variables. Très important, la corrélation, c'est important d'ajuster sur d'autres variables pour être certaine ou certain que la variable soit vraiment associée à la variable qu'on discute. Donc, notre premier modèle était associé au sexe. Évidemment, on a ajusté sur le sexe de l'enfant, le statut d'immigration de la maman, revenu insuffisance dans la famille, la première langue apprise. Et on s'est dit après, c'est important aussi dans notre modèle d'inclure, évidemment, le sommeil à l'âge de 10 ans, pour s'assurer, est-ce que c'est vraiment le fait que l'enfant a dormi moins bien, par exemple, au début de la vie. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment les résultats du modèle numéro 2. Donc, les fameuses trajectoires que je vais vous présenter aujourd'hui, spécifiquement, évidemment, en lien avec la réussite académique, sont ces résultats-là. Juste pour vous dire, ces résultats-là ont été répliqués dans un autre échantillon, mais de jumeaux, et on a obtenu exactement le même nombre de trajectoires et les mêmes formes de trajectoires. Donc, c'est intéressant, pas chez les mêmes enfants, et chez nos singletons, on a exactement la même chose. Ouf, on est rassuré. Quand même, 90% de notre population au Québec, quand même, dorment entre 10 et 11 heures de sommeil. Donc ça, c'est rassurant. Toutefois, on a quand même 2 petites trajectoires qui, finalement, sur lesquelles on doit prendre soin. Oh, 5 minutes. Donc, on a notre trajectoire de petit dormeur au début de la vie et on a notre trajectoire de petit dormeur tout au long un peu de 2 ans et demi à 6 ans. Donc, ce qu'on voit au niveau de la réussite scolaire, c'est qu'on voit que nos petits dormeurs, donc les enfants qui suivent la durée de courte durée de sommeil comparativement aux autres qui sont notre catégorie de référence, on voit qu'ils ont 2 fois plus de risques d'être finalement pas très bons en mathématiques. Donc, c'est ce qu'on obtient. Et ensuite, notre trajectoire d'enfants qui ne dorment pas bien au début de la vie, donc le 0-3 ans, eux, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit cet odd ratio-là, finalement, dans toutes les matières, dans tous les domaines reliés à la réussite académique, autant en lecture, en écriture, en mathématiques, en sciences et en moyenne générale. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est comment on peut interpréter ces résultats-là. Juste pour vous mentionner, les 2 trajectoires en tant que telles, il n'y avait pas de différence au niveau des siestes à 2 ans et demi. Et quand on regardait nos 2 temps antérieurs, c'était vraiment des enfants qui ne dormaient pas très bien à 5 mois ni à 17 mois. Donc, on s'assurait finalement que notre trajectoire était validait un peu tout ça. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la trajectoire des enfants qui ont dormi insuffisamment pendant les 3 premières années, même si leur durée de sommeil à 3 ans et demi, finalement, se normalise à 10 ans. Pourquoi, finalement, ça pourrait être un risque d'avoir un classement sous la moyenne dans tous les domaines? Mais ce qu'on voit, c'est que nous, notre hypothèse, c'est qu'il pourrait exister potentiellement, puis ça, c'est à vérifier, évidemment, avec d'autres études, une période critique, une fenêtre développementale très importante à considérer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le sommeil, à retenir, c'est un ingrédient actif dans le développement du cerveau et dans l'équilibre mental. Je pense que ça a été mentionné dans le panel de la session numéro 1. On voit que les neurones, la maturation du système nerveux est hyper importante. 75% du cerveau continue à se développer après la naissance. Et le sommeil fait sûrement partie de tout ce nettoyage-là, de quelle autoroute, finalement, qui vont être à conserver. Un autre fait intéressant, le poids du cerveau va augmenter 4 fois de la naissance à l'âge de 10 ans. Donc, et l'hypothèse qu'on a, c'est que le
cortex préfrontal, qui est le site un peu des fonctions exécutives supérieures et de la régulation émotionnelle, peut-être pourrait être plus sensible à la privation de sommeil pendant les premières années de vie et pourrait éventuellement favoriser la maturation qui est un peu plus tardive du cortex préfrontal par la suite et qui, finalement, continue à maturer jusqu'à l'adolescence. Et on en a parlé ce matin, l'adolescence aussi. On est vraiment dans un gradient développemental. Donc, si on peut faire la différence au début de la naissance, c'est comme au Québec, on aime ça, dire ça, c'est l'effet boule de neige. Hein? On débute et, à un moment donné, la boule devient de plus en plus grosse et là, on a vraiment quelque chose d'hyper fort comme effet, finalement, thérapeutique. J'aime beaucoup ce diagramme-là, qui est l'hypothèse aussi de la fenêtre développementale liée à l'architecture de sommeil. Ici, ce que vous voyez, la bande plutôt grisée est le sommeil paradoxal et la bande plus noire, c'est le sommeil non paradoxal. Et on voit que dans les premières années de vie, la composition est très, très forte en termes de sommeil paradoxal et on voit que ça pourrait être une hypothèse comme quoi que le sommeil paradoxal pourrait jouer un rôle déterminant dans la maturation cérébrale en lien avec ce que le cerveau, finalement, a besoin en termes de sommeil. Donc, on voit vraiment que le sommeil, en termes de composition, change beaucoup, beaucoup jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, ce créneau-là de fenêtre est très important à considérer. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'âge de 5 ans, c'est que la composition du sommeil ressemble beaucoup plus celle de l'adulte, tout en ayant finalement potentiellement sa propre composition, mais on voit vraiment quand même qu'il y a quelque chose d'assez différent. Donc, si on synthèse un peu la deuxième partie, c'est que les données, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est important d'offrir une opportunité de durée de sommeil au début de la vie. Encore une fois, les chercheurs, on travaille d'arrache-pied pour mieux comprendre la fenêtre développementale où potentiellement l'architecture de sommeil pourrait jouer un rôle dans la maturation du cerveau, plus spécifiquement dans le cortex préfrontal. Et dans les recommandations, évidemment, je vous laisse aussi, je pense cet après-midi, on va davantage en discuter, offrir un milieu scolaire qui favorise le sommeil. Je pense que c'est archi important de ne pas tomber dans la culpabilisation non plus, ni dans le côté alarmiste, mais bien que les gens puissent mieux comprendre qu'est-ce qu'est le sommeil, c'est vraiment super. Ensuite, c'est informer les parents. Maintenant, ma troisième partie fait partie de ça, au début de la vie de l'enfant, sans les culpabiliser. Donc, je vous invite à regarder, si vous êtes curieux puis si vous souhaitez en apprendre davantage. Au Québec, de plus en plus, ça devient à la mode où le chercheur, finalement, rentre en étroite communication avec, finalement, les parents, qui est le public cible. Hein. On souhaite connaître leurs besoins pour après adapter un dialogue qui, finalement, est beaucoup plus, moins comme un monologue, mais beaucoup plus comme un échange qui, un peu comme aujourd'hui, là, je pense que c'est ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un dialogue pour avoir des meilleures répercussions dans la société. Donc, actuellement, si vous allez voir sur, je m'allais dire sur votre téléphone, mais faites pas ça, vous allez voir, actuellement, c'est une page temporaire. Ma subvention est jusqu'en octobre 2022. Je travaille d'arrache-pied avec la Fédération québécoise des organismes communautaires là, de famille. Évidemment, je le fais avec aussi une compagnie qui est spécialisée en vulgarisation scientifique. Nous, les chercheurs, on n'a pas été nécessairement, je vous dirais, on doit apprendre aussi à vulgariser nos résultats. Donc, c'est vraiment avec Immerscience qui m'aide finalement à bien aborder la question pour en rentrer le plus possible en dialogue et non en monologue. Après, la position qui est importante, on peut se poser la question pourquoi eux, les parents, sont vite perdus dans tout le tourbillon et dans les informations au niveau du sommeil. Il ne faut pas oublier, ils sont en privation de sommeil souvent eux-mêmes au début de la vie. Et on sait que quand on est en privation de sommeil, mettons style jet lag comme moi aujourd'hui, on n'est pas à notre meilleur. Mais on réussit à composer avec les aléas de la vie. Nos capacités adaptatives sont là pour nous supporter là-dedans. Mais c'est comme si mon public cible, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de trouver rapidement l'information et qui a besoin aussi qu'on les accompagne le plus possible de façon bienveillante, sans leur dire non plus que si leur enfant actuellement ne dorme pas super bien, mais comment faire pour qu'il dorme mieux. Ici, rapidement,
je pense qu'on en a montré dans la première session aussi, le sommeil, pourquoi les parents se trouvent vite perdus, c'est compliqué. C'est compliqué le sommeil. Tu sais, manger 5 fruits, c'est facile, et légumes, c'est de s'en souvenir. Mais au niveau du sommeil, c'est qu'il y a une transformation à vitesse grand V de 0 à 2 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que le parent, finalement, réussit, « Hey, mon enfant, finalement, est à 6 mois, il me semble que là, bon, 2, 3 éveils nocturnes, OK, c'est correct, mais on est toujours en adaptation. On dirait que dès qu'on a eu une étape ou un jalon de développement de plus, on dirait qu'on est toujours en adaptation, au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Il y a vraiment quelque chose au niveau du sommeil qui est beaucoup plus compliqué que d'autres domaines. Je pense que j'ai bientôt terminé ma présentation, mais juste pour vous donner un peu, oui, il y a la consolidation de sommeil, mais encore une fois, il y a sa composition. On sait que le train de sommeil, c'est quelque chose, on le voit beaucoup là, avec les parents, puis je pense que c'est important. Je vais faire d'ailleurs une capsule sur le site, là, Apprendre à dormir comme à marcher, et c'est important d'expliquer aux parents c'est quoi un train de sommeil, une association entre l'épisode de sommeil lent avec l'épisode de sommeil paradoxal, et qu'est-ce que finalement, comment le train se met en route, et on voit dans cette diapositive-là que de plus en plus, le wagon du train est de plus en plus grand, de plus en plus long. Au début de la vie, il y a à peu près 40 à 50 minutes. Nous, en tant qu'adultes, il est de 90 minutes. La composition n'est pas la même. Encore une fois, transformation, vitesse grand V. Le pourquoi d'accompagner les parents là-dedans. Donc, entrer en dialogue, je vous donne quelques exemples en lien avec ça. Et l'objectif du projet, je vous invite à inviter peut-être aux parents d'inscrire leurs coordonnées. Comme ça, ils vont pouvoir avoir les étapes du truc. Si vous en souhaitez davantage, et je remercie évidemment tout le monde en lien avec cette subvention, et évidemment le Conseil scientifique de l'Éducation nationale de m'avoir invité aujourd'hui. Et tout le monde, bref, merci pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci Evelyne. Donc nous allons passer à la présentation suivante par Mélanie Strauss, qui est professeure de neurologie à l'hôpital Erasme à Bruxelles, en Belgique, qui est spécialiste des troubles cognitifs et des pathologies du sommeil et de la vigilance, et qui va nous parler de sommeil et fonctionnement cognitif, apprentissage, émotion et créativité. Merci beaucoup aux organisateurs de me permettre d'être avec vous aujourd'hui pour une journée très intéressante et je pense très importante. Alors, voilà. Donc, en quoi le sommeil est important pour la cognition? Eh bien, pour deux grandes raisons, comme l'a déjà dit Fred ce matin. D'une part, parce que le sommeil est le garant d'un bon fonctionnement cognitif à l'éveil, cognitif et émotionnel, on va le voir, même si ça a déjà été un peu abordé. Et donc, on va voir que si on n'a pas ce sommeil, donc avec un temps suffisant, une qualité suffisante, eh bien on peut avoir une dégradation, on va avoir une dégradation des performances cognitives. Donc on va détailler un petit peu ça. Et puis d'autre part, le sommeil est fondamental pour intégrer et consolider les apprentissages passés. Et donc, ça va être important pour consolider la mémoire sur le long terme, les capacités d'abstraction et de généralisation, et également acquérir des connaissances explicites, conscientes. Et on verra aussi pour la créativité. Donc tout d'abord, pourquoi le sommeil est garant d'un bon fonctionnement cognitif à l'éveil? Eh bien, ça se passe déjà à l'échelle du neurone. Eh bien, donc il y a des rythmes cérébraux qu'on a à l'éveil qui sont plutôt rapides. Dans le sommeil, ça va se ralentir profondément. Dans le sommeil lent profond, avec de grandes ondes lentes, comme vous voyez en bas à gauche. Et puis le sommeil paradoxal, c'est le trait épais un petit peu sur l'hypnogramme, la représentation graphique qu'on voit en bas à gauche. Ça va être ce sommeil où le cerveau se réactive un peu, on rêve beaucoup, etc. Donc il y a ces modifications de rythme qui vont entraîner évidemment en fait un repos aussi neuronal, et on a montré chez l'homme avec des enregistrements intracrâniens que en dette de sommeil ou même en privation aiguë de sommeil, l'activité neuronale va se dégrader avec parfois donc des absences de signal ou un ralentissement, et donc comme on le voit sur la courbe en orange en bas à droite, un ralentissement avec un délai de l'activation des neurones dès le stade perceptif, une activité qui sera moins ample et qui sera plus durable, donc
donc moins précise. Donc en fait, dès le stade perceptif, dès l'étape neuronale, on a une dégradation du fonctionnement du cerveau quand on est en privation de sommeil. Et donc ça va jouer, ça va impacter bien sûr sur tout l'ensemble des réseaux cérébraux et des fonctions cognitives. Et une des premières fonctions qui va être altérée, c'est l'attention. Alors une bonne façon de tester l'attention des gens, c'est simplement par exemple sur des tâches sur un ordinateur, de présenter des stimuli visuels qui apparaissent à l'écran, et puis dès qu'il y a l'image qui apparaît, on doit cliquer sur un bouton. Et donc on mesure les temps de réaction, et puis on mesure aussi les essais, donc les stimuli où il n'y a pas eu de réponse motrice. Donc on appelle ça les laps attentionnels. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la privation de sommeil, donc sur le graphique à droite, donc avec les heures passées en privation de sommeil, eh bien on va avoir une augmentation de ces laps attentionnels, donc de façon considérable. Et ce qu'on voit, et c'est assez joli ici, c'est qu'on a une superposition de l'effet de la pression de sommeil homéostasique, mais aussi du rythme circadien. On en a parlé, nous sommes des animaux diurnes, et donc, indépendamment de la pression de sommeil, il y a aussi des fluctuations des performances cognitives au cours de la journée. Et donc, on est évidemment plus performant en journée qu'en nuit. C'est pour ça qu'on va avoir cette superposition et donc une récupération un petit peu des performances attentionnelles en journée, mais qui vont bien sûr continuer à se dégrader avec la privation de sommeil. Donc, au niveau des réseaux cérébraux, ça se passe beaucoup dans le cortex préfrontal, le cortex pariétal, et donc en fait, il y a un déséquilibre des réseaux à la fois attentionnels et des réseaux, ce qu'on appelle le mode par défaut, qui est plutôt basé sur l'intérieur, et donc en fait, on a des sortes de fluctuations et on n'a pas une stabilité de l'attention, on ne peut pas avoir une attention soutenue. Alors, ce qui est très important donc, de noter, c'est que certes, la privation de sommeil aiguë va entraîner des altérations attentionnelles, mais également la dette de sommeil, comme on l'appelle, c'est-à-dire en fait le fait de ne dormir par exemple que juste 1 heure de moins que d'habitude sur une longue période de temps, ou même ne serait-ce que sur quelques jours. Pardon. Et donc c'est ce qu'on voit sur le carré en haut à gauche. En fait, quand on mesure ces fameux laps attentionnels sur le même genre de tâches, quand on dort 8 heures, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand on dort 6 heures, vous voyez que les performances se dégradent, donc il y en a plus de laps attentionnels, et qu'en fait après une dizaine de jours, à passer à 6 heures de sommeil, donc ce qui pourrait paraître correct, sachant que là en plus c'était pour des adultes, eh bien on arrive en fait à une dégradation des performances équivalente à celle d'après une nuit de privation totale de sommeil, voire après 2 nuits de privation totale de sommeil. Et ce qui est assez traître là-dedans, c'est que si vous regardez en haut à gauche, vous avez l'évaluation de la somnolence, donc qui est perçue par les individus. Et la somnolence, elle augmente un peu au début, mais elle va stabiliser assez vite. Et donc, on n'a pas l'impression qu'on est si somnolent, qu'on manque tant que ça de sommeil, alors que nos performances vont se dégrader considérablement. Donc, on a vraiment cette dissociation dans le cadre de la dette de sommeil qui est importante, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est en dette. Et je pense que c'est d'autant plus le cas chez les adolescents et les enfants qui ont cette vigilance qui est quand même souvent meilleure que celle des adultes et qui ne vont pas forcément se rendre compte qu'ils manquent de sommeil. Et donc on a le même genre de choses pour d'autres tâches comme la mémoire de travail, qui est le fait de retenir une série de chiffres par exemple en tête comme un numéro de téléphone. Et au lieu d'avoir donc une amélioration des performances au cours des jours en bas à gauche, eh bien vous allez avoir une stabilisation ou une dégradation des performances au cours du temps en fonction de la sévérité de la dette ou de la privation de sommeil. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Ce n'est pas juste une nuit blanche qui va dégrader les performances. Alors ensuite, il y a un autre réseau de fonctions cognitives qui est très vite altéré quand on est en privation ou en dette de sommeil, ce sont les fonctions exécutives, donc qui sont médiées par le cortex surtout préfrontal. Donc ça va être l'organisation, la planification qu'on peut mesurer avec des tâches comme par exemple déplacer des boules d'une position à une autre en un minimum de coups et un minimum de temps. Et puis alors donc les gens qui seront en privation de sommeil vont moins bien réussir. Il y a aussi un défaut d'inhibition. Donc là, c'est à droite ce fameux go-no-go où il y a des stimuli où on doit répondre et d'autres où on ne doit pas répondre. Et donc non seulement on a des laps attentionnels sur ceux où on doit répondre, mais on a également en bas à droite une augmentation en fait des réponses là où on ne doit pas répondre. Donc un défaut de contrôle, un défaut d'inhibition, une impulsivité. Et puis aussi, on a un défaut de flexibilité mentale, donc c'est le fait de passer d'une tâche à une autre. Alors pas forcément d'être en double tâche, ça c'est très difficile, c'est pas forcément conseillé, mais la flexibilité mentale c'est très important. Et donc par exemple, on peut mesurer ça par des jeux de cartes, on doit passer d'une règle à une autre. Voilà. Et ça, c'est très vite altéré également si on prive de sommeil. Et donc on a parlé un peu d'impulsivité et également
quand on est en privation ou en dette de sommeil, une modification des comportements avec une mauvaise évaluation de la récompense, et puis on va aller vers des choix plus risqués et la recherche de sensations. Par exemple, quand on présente des jeux de cartes où on peut gagner de l'argent à des individus, eh bien, les individus qui sont bien reposés vont avoir tendance à faire des choix qui seront plutôt ceux de gagner un peu d'argent, mais d'être sûr de gagner de l'argent. Donc des choses plutôt peu risquées mais sûres, alors que ceux qui seront en dette de sommeil, donc c'est la courbe noire pleine, vont d'abord faire ces choix-là, et puis ensuite, au fur et à mesure des essais, ils vont dégrader leur performance et perdre de l'argent parce qu'ils vont aller faire des choix plus risqués, c'est-à-dire en fait ils vont jouer des cartes qui permettent de gagner très gros, mais en fait si on les joue régulièrement, ces cartes-là, on perd aussi très gros et encore plus gros, donc finalement ils vont perdre de l'argent. Et donc ces patients, ces individus en privation de sommeil, eh bien, ils se comportent exactement, ça c'est la courbe en pointillé, comme les patients cette fois-ci qui ont des lésions, véritablement des lésions du cortex frontal au niveau ventromésial. Donc voilà, c'est un peu comme s'il nous manquait un lobe frontal quand on est en dette de sommeil. Donc attention à ça. Donc on a déjà un peu parlé des émotions, mais donc c'est un peu le même genre de mécanisme. Quand on est en dette de sommeil, donc il y a cet hypofonctionnement du contrôle inhibiteur, et ça vaut donc de la même façon pour les émotions, avec à contrario une hyperactivité du système limbique comme l'amygdale, et donc on va avoir une sorte d'hyperactivité aux émotions, et puis une mauvaise perception de ces émotions. Ça, c'est principalement médié par la dette de sommeil paradoxale. Donc, on a déjà un peu parlé de ce stade, donc, où le sommeil se réactive, on rêve beaucoup. Et il y a une activité extrêmement importante donc, du réseau des émotions à ce moment-là, parfois encore plus importante qu'à l'éveil. Et donc, ce stade-là est très important pour la régulation des émotions. Et plus on en manque, plus on va avoir cet hypofonctionnement dans les régions frontales et cette hyperactivité de l'amygdale. Et donc, qu'est-ce que ça va générer? Une mauvaise discrimination des émotions et aussi une moindre empathie. Donc, par exemple, simplement de présenter des visages et de demander aux personnes de mimer l'émotion, eh bien, les personnes qui seront en privation de sommeil ne vont pas arriver à bien mimer, à bien se représenter l'émotion qui est devant eux. Et puis, il y aura également une perte d'empathie. Donc, par exemple, ici, dans cette image, on voit un couple de jeunes, probablement parents, devant une tombe. On demande d'évaluer le niveau d'empathie qu'on a devant cette image, et les personnes en privation de sommeil vont ressentir moins d'empathie par rapport donc à cette image. Et donc on a parlé également un peu de la dépression déjà, donc je vais aller assez vite, mais donc quand on est en privation et en dette de sommeil, donc sur une longue période de temps, on va avoir une dégradation des scores de bien-être psychologique qui comprennent l'anxiété, l'humeur, l'irritabilité, et une augmentation du risque de dépression qui est très important. Et donc là, il y a par exemple une grosse cohorte de patients de plus de 3000, je dis patients, c'est un peu un défaut de professionnel, d'adolescents d'entre 11 et 17 ans qui ont été évalués sur la dépression. Donc il y avait ceux qui étaient en dette de sommeil avec moins de 6 heures et les autres. Et ceux qui sont en dette de sommeil donc, sont plus à risque, 3 à 4 fois plus d'avoir une dépression, à la fois au moment où on les enregistre, enfin où on les teste, et puis un an après. Et ce qui est très important, on en a déjà un peu parlé, c'est que sur cette étude, si vous voyez un peu en bas à droite, ils ont dissocié ceux qui dormaient, avaient un court temps de sommeil la semaine et le week-end, et ceux qui avaient seulement un court temps de sommeil la semaine, mais qui récupéraient le week-end. Et ce qui est très, très intéressant de voir, c'est que en fait, dans les deux cas, il y a un surrisque de dépression, voire même encore plus quand, en fait, c'est court la semaine et long le week-end. Parce que ça veut vraiment dire qu'il y a une dette de sommeil très importante. Ce n'est pas seulement des cours dormeurs, quoi. Donc, la récupération du week-end n'est pas un bon signe et ne prévient pas l'altération, que ce soit éventuellement cognitive ou ici sur la dépression. Et puis on l'a dit, donc ça augmente le risque suicidaire, le passage à l'acte, ça diminue l'intelligence émotionnelle et le fonctionnement interpersonnel, le fonctionnement social. Et puis quand on a des problèmes de sommeil dans l'enfance, ça prédit les conduites à risque avec aussi la consommation de substances, de quelque forme qu'elles soient. Et maintenant, donc, on passe à un autre système cognitif qui est la mémoire. Donc, alors,
pour avoir une bonne mémoire, ça passe par différents mécanismes. Le premier, c'est encoder l'information. Il faut être attentif pour pouvoir encoder l'information. Évidemment, si on ne l'écoute pas, on ne l'encode pas. On l'encode dans ce système de stockage qui est l'hippocampe. Et puis ensuite, on va la consolider à long terme. Et puis après, pour le futur, on aura besoin, on va pouvoir la récupérer. Donc il y a ces trois dimensions qui sont importantes. Et donc c'est un dialogue entre le cortex et ce fameux hippocampe. Et en privation de sommeil, qu'est-ce qu'il a été montré? Bien que ces connexions entre le cortex et l'hippocampe sont diminuées, l'activité hippocampique est diminuée et on a un moins bon encodage des informations. Et après, donc, ça nous amène vers la deuxième partie où, sur la mémoire, justement, après, on a besoin de stocker. Et ce processus de stockage des informations, il est principalement effectué pendant le sommeil pour consolider et stabiliser les apprentissages à long terme et pouvoir les réutiliser de façon efficiente. Donc, en fait, il y a toute une série d'études qui a montré que quand on teste un apprentissage, après une nuit, ou alors après une période de sommeil versus après une même période d'éveil, eh bien, ceux qui auront dormi vont avoir mieux retenu et mieux rappelé ce qu'on leur a demandé d'apprendre. Et ça vaut en fait pour quasiment tous les apprentissages, que ce soit ce qu'on appelle la mémoire déclarative, des événements, apprendre des paires de mots, ou que ce soit du non déclaratif ou de l'implicite, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo, pianoter, ou même donc, des apprentissages qu'on dit statistiques, comme par exemple qui sont très importants pour apprendre le langage, qui sont en fait des associations de phonèmes, et donc il y a des régularités dans les transitions entre les phonèmes, et donc ça c'est un apprentissage qui se fait très implicite, mais qui est très important pour le langage, et le sommeil joue un rôle très important là-dedans. Pardon. Voilà. Et donc, comment ça se passe dans le sommeil? Eh bien, en fait, il a été montré qu'on réactive les informations qui ont été apprises pendant la journée ou vécues. Donc les premières études ont été montrées chez le rongeur, ce que vous voyez à gauche, où il y a un pattern d'activation neuronale pendant que le rongeur se déplace dans un environnement. Et bien pendant le sommeil, et c'est les activités en bas, on va revoir ce même pattern d'activation, parfois un peu plus compressé dans le temps. Mais donc on rejoue les informations, et ce que vous voyez à droite, c'est le transfert des informations de l'hippocampe vers le cortex, et c'est cette idée qu'on rejoue donc, par des activations dans l'hippocampe pendant le sommeil et que ça va être transféré dans les régions corticales pour être stocké à long terme et qu'on puisse les retrouver. Et donc les gens qui sont en dette de sommeil, enfin plutôt qu'on prive de sommeil après un apprentissage, ne vont pas avoir cette activité d'abord dans l'hippocampe, donc dans les premiers jours après l'apprentissage, donc en haut à droite, puis dans les régions corticales en lien avec l'apprentissage. Donc voilà, si on prive de sommeil après l'apprentissage, on n'a plus ce mécanisme. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu le lien vraiment causal, pas seulement des corrélations, mais vraiment la cause entre le sommeil et la consolidation de la mémoire. En fait, quand on manipule les éléments du sommeil, comme les ondes lentes ou les fuseaux de sommeil, qui sont des caractéristiques du sommeil lent, eh bien, on peut les booster en fait dans le sommeil. Alors, soit on peut envoyer des impulsions électriques, qui sont évidemment totalement indolores, mais qui boostent ces ondes lentes, ou alors des sons qui sont en phase avec les ondes lentes. Et donc, on voit en rouge qu'en fait, on arrive à booster un petit peu ces événements-là. Et quand on arrive à les booster, eh bien, on a une meilleure rétention de ce qu'on a fait apprendre avant la période de sommeil. Et donc, il n'y a pas que le sommeil lent qui est important, il y a aussi le sommeil paradoxal. Et donc, quand on dort en sommeil lent et en sommeil paradoxal, on retient mieux. Et là, c'est une étude qu'on avait réalisée chez des patients narcoleptiques qui ont cette particularité de s'endormir en sommeil paradoxal, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, dans la population normale. Et en fait, on voit quel est l'effet sur la mémoire d'une séquence physiologique versus la séquence inverse. Et c'est là qu'on voit que l'effet de la séquence, elle est très importante, parce que ces fameux fuseaux de sommeil dont je vous ai parlé, ils aident à la consolidation uniquement s'ils sont suivis du sommeil paradoxal. Donc il y a vraiment ces fameux petits trains qui se succèdent et il ne faut pas qu'ils soient mélangés globalement. Voilà, donc globalement ce qui se passe dans le sommeil, c'est que vous réactivez ce qui s'est passé pendant la journée, vous allez le consolider au sein des réseaux préexistants et puis vous allez aussi modifier un peu cette information, la stabiliser et surtout sélectionner ce qui vous paraît important et ce qui ne vous paraît pas important. Et comment on sélectionne ça? Eh bien, alors ça reste encore à déterminer, mais
des études quand même montrent que dans à peu près tous les types de mémoire, si les informations à retenir sont je dirais indicées et montrées comme importantes et utiles pour le futur, elles vont être mieux retenues dans le sommeil. Donc là, à droite, vous avez simplement une étude où on a dit aux gens qu'ils allaient être réinterrogés sur les paires de mots qu'on leur faisait apprendre ou pas. On leur a juste fait apprendre des choses, on leur a pas dit qu'ils allaient être testés. Et quand on leur dit qu'ils vont être testés, eh bien, en noir, on voit que l'apprentissage est bien meilleur. Donc je pense que ça, c'est important, c'est aussi une donnée pratique de faire transparaître quand vous enseignez à qu'est-ce qui est important. Voilà. Alors évidemment, si tout est important, c'est un peu plus compliqué, mais il doit y avoir des messages clés qui, du coup, seront probablement plus facilement retenus dans le sommeil. Voilà, et puis en plus, donc cette information, elle est un peu modifiée, et puis on arrive à extraire des invariants, à généraliser les concepts. Donc là, c'était en fait l'apprentissage de mots associés à des objets chez des enfants très jeunes de 9 à 16 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le sommeil, ils arrivent à généraliser cet apprentissage de noms associés aux objets, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus seulement l'image de l'objet dans une position qui est apprise, mais c'est vraiment l'objet en tant que tel. Et donc, si on le remonte dans différentes formes et différentes positions, ils vont savoir que c'est cet objet-là. Donc, ils arrivent à généraliser, en fait, plus facilement avec le sommeil. Voilà. Puis on parlait un peu de créativité, de mémoire associative. Donc quand on fait des petites tâches comme par exemple on vous donne 3 mots, puis on vous demande de savoir quel est le mot commun qui rassemble les 3 mots, comme par exemple Earth 16 cookies, c'est sweet. Voilà, ça c'est très amélioré après du sommeil et notamment du sommeil paradoxal. Voilà, ou alors la réalisation d'anagrammes, comme voilà, on donne un mot mais dont les lettres sont aléatoirement mélangées, il faut retrouver le mot correspondant. Ça aussi c'est amélioré après le sommeil paradoxal. Et donc ça, c'est une tâche en fait où on peut en fait gagner en insight, c'est-à-dire en connaissance explicite. En fait, simplement une tâche où la réalisation est assez simple, c'est une suite de chiffres et il y a une règle cachée qui nous permet de trouver la solution beaucoup plus vite. Voilà. Et cette règle cachée, elle est trouvée. La solution est trouvée uniquement, enfin pas uniquement, mais de façon beaucoup plus importante après le sommeil. Et une étude récente a montré que même l'entrée dans le sommeil peut suffire à gagner en insight et en connaissance explicite. Voilà. Et puis cet apprentissage, en fait, il est meilleur chez l'enfant, probablement parce qu'il y a plus d'ondes lentes, le sommeil est plus profond, etc. Et donc, en fait, les adultes apprennent, heureusement encore, il y a ces phénomènes de plasticité qui lui sont liés au sommeil, mais c'est beaucoup plus important, on a parlé de cette période de développement, donc les ondes lentes sont très associées à la maturation cérébrale, et donc les enfants, en fait, bénéficient d'autant plus du sommeil que les adultes. Voilà, donc en conclusion, donc le sommeil est important pour le développement cérébral et sa maturation, pour le fonctionnement cognitif normal à l'éveil, le fonctionnement même normal à l'échelle du neurone, et puis avoir une balance équilibrée entre les réseaux cognitifs, pour intégrer et consolider les apprentissages, donc sélectionner les informations pertinentes pour le futur, les intégrer au sein des connaissances préexistantes et en mémoire à long terme, généraliser les apprentissages et extraire les invariants, pour un équilibre émotionnel et social. Alors pour la prévention du vieillissement pathologique, ça c'est extrêmement important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais oui, il y a l'élimination des toxines. Et donc il y a des liens entre sommeil et Alzheimer, voilà, on pourra en parler aussi une journée. Et puis donc voilà, faire vraiment attention voilà, au temps de sommeil total, mais également voilà, au sommeil précédent, au sommeil suivant les apprentissages. Attention à la sieste, attention au décalage de phase chez les adolescents, respecter le rythme, je pense que ça va être le mot d'ordre. Et puis voilà, à noter que les enfants sont particulièrement sensibles voilà, aux bénéfices du sommeil sur les apprentissages. Je vous remercie. On va poursuivre avec Virginie Sterpenich, qui est chercheuse en neurosciences à l'Université de Genève, qui s'intéresse plus particulièrement au sommeil, dans sa consolidation, le rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire et dans la régulation des émotions, et qui récemment s'est intéressée aux écrans et à son impact sur le sommeil des adolescents. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée que je trouve tout à fait intéressante et tout à fait pertinente dans notre société actuelle. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'impact des écrans sur le sommeil des enfants et surtout sur le sommeil des adolescents. Donc, par écran, on entend évidemment tablette, téléphone, ordinateur, télévision. Donc, je vais prendre le terme écran pour l'ensemble de ces
appareils. Alors c'est une slide que vous avez déjà vue, mais je pense qu'il est toujours utile. Il existe des recommandations. On sait que le sommeil est important pour les adolescents et les sociétés scientifiques proposent des recommandations de la quantité de sommeil. Les enfants ont besoin environ de 10 heures par nuit, on l'a déjà dit, les adolescents environ 9 heures par nuit. On va voir que c'est loin d'être le cas. Les adolescents sont dans une période de maturation particulière, notamment le cortex préfrontal qui permet la prise de décision, la gestion des émotions. Et donc avoir un sommeil de bonne quantité est vraiment important pour cette bonne santé mentale et physique. Pourtant, malgré ces recommandations, les faits sont là, les adolescents ne dorment pas assez. Les enfants non plus, 58% des enfants dorment moins de 9 heures et 70% des adolescents se plaignent de troubles du sommeil. Ici, je vous montre des données qu'on a mesurées dans une cohorte de 315 adolescents et on voit que, je vous avais dit, il faut 9 heures, 9 heures de sommeil par nuit en général, et on voit qu'en moyenne, ils sont bien en dessous. Plus on avance en âge, moins on dort. On voit que les 12-13 ans dorment moins que les 18-19 ans, mais l'ensemble de la population manque de sommeil au quotidien. En 2010, d'ailleurs, la Société américaine de sommeil a reconnu le manque de sommeil comme un problème majeur de santé publique. Donc il est vraiment important d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En gris clair, ici, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre le temps de sommeil le week-end. On voit qu'il y a un rebond de sommeil, on en a reparlé. Plus ce rebond est grand, plus ça reflète un manque de sommeil. Par contre, ça nous montre également que ce manque de sommeil la semaine n'est pas vraiment lié en partie par des problèmes biologiques, c'est-à-dire que les adolescents ne souffrent pas spécialement de troubles du sommeil, mais c'est plutôt des facteurs environnementaux, c'est l'environnement, qu'est-ce qui se passe à la maison, quelle hygiène de sommeil est-ce que j'ai à la maison, qui vont faire qu'on ne dort pas assez. Ce manque de sommeil chez les ados est un problème actuel, avec la pandémie notamment. Je vous ai mis 2 chiffres ici. On a vu que les problèmes d'endormissement étaient présents chez 2% des adolescents et est passé à 17% pendant le confinement et la pandémie. Et le fait de dormir après minuit était fréquent chez 3% de la population et est passé à 32% pendant le confinement. Donc vous voyez que c'est vraiment un problème actuel dont il faut se tracasser maintenant. Alors je vous dis que c'est des problèmes environnementaux, mais finalement, qu'est-ce qui intervient dans ce décalage, dans ce manque de sommeil? Tout d'abord, il y a le décalage. Carmen en a parlé tout à l'heure. Les adolescents, biologiquement, ont tendance à se décaler. Ce n'est pas de leur faute, c'est naturel, c'est hormonal. Ils ont tendance à se décaler et de devenir des couches-tard, lève-tard. Et du coup, les heures de l'école, de début d'école, qui sont stables, font en sorte qu'ils réduisent leur temps de sommeil. Un troisième facteur environnemental est la présence des règles des parents. Quand on est enfant, les parents ont une place importante dans le rythme de l'enfant. Plus l'adolescent grandit, moins les parents auront leur mot à dire, plus l'adolescent va s'émanciper, et du coup, l'absence de règles parentales sur l'heure du coucher va affecter aussi la durée de sommeil. On peut implémenter aussi... Le manque de sport peut être aussi une raison du manque de sommeil. La consommation de caféine, il commence à consommer du coca, des boissons énergisantes et du café. Et il y a aussi cette utilisation des écrans. Alors les écrans, c'est évidemment un changement majeur dans nos sociétés. C'est un changement complet de mode de vie. C'est vrai que les adolescents, et nous-mêmes, les adultes, on peut regarder tous, notre téléphone n'est pas loin. On doit avoir notre téléphone tous à moins d'1 mètre de nous, probablement les 3/4 de la journée, et on le consulte un grand nombre de fois. Donc on ne peut pas nier l'évidence. On ne peut pas dire aux adolescents, ça n'existe pas, soyez déconnectés, ce n'est pas possible. En plus, les adolescents sont en recherche, c'est un mode de communication, ils ont besoin de sociabiliser, les adolescents. Donc ils sont en contact en permanence avec leurs amis, même le soir dans leur chambre. Ils ont besoin de tester les limites, donc ne pas écouter les règles qu'on peut leur donner. Donc c'est un fait, les écrans sont là et il faut les étudier. Effectivement, on ne va pas dire que toutes les consommations abusives sont mauvaises, que ce soit pour la nourriture, pour les écrans, etc. Donc un adolescent qui a un comportement abusif avec la quantité d'écran, il va falloir le réguler. Mais je pense que c'est important pour le moment de mesurer, de quantifier ces nouveaux comportements avec des règles scientifiques. J'avais envie de vous montrer les points positifs, les points négatifs, parce qu'on parle beaucoup des effets négatifs des écrans, c'est vrai qu'il y en a, on va les voir, mais il y a aussi des points positifs qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas culpabiliser les adultes et les adolescents à chaque fois qu'ils ouvrent leur téléphone.
Quels sont ces points positifs qui sont relevés par la littérature? Tout d'abord, simplement l'accès à des nouvelles idées, l'accès à l'information, l'accès à la culture, aux événements culturels. Ça permet aux jeunes, et aux adultes aussi, mais focalisons-nous surtout sur les adolescents, de participer, d'avoir le sentiment de participer à des communautés, ce qui peut être important quand on est isolé, que ce soit physiquement dans les campagnes, par exemple, ou quand on représente des minorités, les minorités ethniques, d'orientation sexuelle, etc. Ça permet d'être en contact avec la famille éloignée, mais également de procurer du divertissement. Les séries, on ne peut pas nier que les séries sur Netflix ne nous procurent pas du plaisir, ou les jeux vidéo, etc. Un autre point qui est important, c'est que les écrans augmentent la cognition. Ça a été montré que les joueurs de jeux vidéo, les jeux d'action, ont des capacités cognitives augmentées par rapport à des gens qui utilisent moins les écrans. C'est notamment des performances attentionnelles. Ils sont plus vigilants à détecter certaines tâches en dehors de ces jeux vidéo. Ils ont une attention plus grande et une perception visuelle sur des points qui bougent. Ils vont être plus efficaces. Alors, je ne dis pas non plus que les écrans sont magiques et ils n'ont que des points positifs. Bien sûr, il a été démontré qu'ils sont liés avec le manque d'activité physique, puisque le temps passé sur les écrans, c'est du temps pendant lequel on ne bouge pas. Ils sont liés à une mauvaise hygiène alimentaire. Quand on est devant la télé, on ne ressent pas la sensation de satiété. Du coup, on va manger de manière excessive et on ne va pas s'arrêter quand on n'a plus faim. 8% des adolescents souffrent de problèmes d'addiction d'écran et rapportent un nombre exagéré d'heures sur ces écrans sans pouvoir s'arrêter. Ils sont aussi liés au multitasking. Le multitasking, c'est faire plusieurs choses en même temps. Et on sait qu'en fait, ça perturbe complètement l'attention. Et on a l'impression d'être très efficace, être sur son téléphone, regarder la télé, écouter de la musique. Et en fait, ça perturbe le fait d'arriver à rassembler toute son attention en un seul point. Bien sûr, il y a le contenu qui peut être non adapté à l'âge, dont il faut faire attention. Et on va le voir, les écrans affectent le sommeil. Les écrans, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on rapporte pour le moment? Chez les enfants de 8 ans, 20% ont un smartphone déjà. C'est 9% de plus qu'en 4 ans. Donc vous voyez, l'évolution, on est vraiment dans une période de transition. C'est pour ça qu'il faut absolument des données pour comprendre ce phénomène. Chez les enfants de 11 ans, 53% en ont un. C'est 20% de plus qu'en 4 ans. Et les adolescents, presque tout le monde, ils ont quasi tous des écrans. On pensait, quand on a commencé nos études, qui a un téléphone? On pensait que la moitié de la classe allait répondre, et puis en fait, on était complètement à côté de la plaque. Au début, on ne se rendait pas compte à quel point ils étaient connectés. Et 75% des adolescents rapportent être connectés en permanence, regarder en permanence leur téléphone. Il y a les réveils nocturnes qui ont déjà été aussi évoqués. Et ce qui est étonnant, c'est que les adolescents se réveillent la nuit. Ils programment des activités, ils répondent aux SMS, ils répondent aux messages. 15% envoient des SMS au cours de la nuit. Ça va donc fragmenter leur sommeil. Dans notre étude, ici, c'est la quantité de médias qu'ils utilisent au cours du temps. On voit que c'est très dépendant de l'âge. On voit que vers 12-13 ans, on utilise beaucoup moins de médias, beaucoup moins d'écrans que vers 18-19 ans. C'est principalement des réseaux sociaux via les tablettes et les téléphones. Il y a également la télé qui diminue, l'utilisation diminue de plus en plus. Il y a les jeux vidéo. Il y a un chiffre, il y a une séparation entre les sexes. Les filles passent plus de temps sur les réseaux sociaux, les garçons plus sur les consoles. Ici, je vous montre en fait le temps après 21h. Donc après 21h, vous voyez, et dans les tons rose et rouge, c'est les activités sur écran, et en vert, ce sont les activités en dehors des écrans. Et vous voyez que les jeunes passent plus de temps sur les écrans qu'à lire, faire des devoirs ou faire du sport. Alors, qu'en est-il de la revue comment est-ce qu'on peut expliquer les effets des écrans sur le sommeil? Alors simplement, d'abord, c'est une activité chronophage. Si on prend du temps à faire quelque chose, eh bien, on va décaler l'heure de sommeil puisqu'on va passer plus de temps éveillé. Mais il n'y a pas que le fait de prendre du temps, il y a aussi la composante émotionnelle. Quand vous êtes engagé dans un jeu vidéo d'action, si vous devez tuer des zombies, vous allez avoir une décharge d'adrénaline, et puis ce n'est pas du tout optimal pour retrouver le calme et se préparer à bien dormir. Pareil, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous attendez le message d'une copine, vous avez une photo ou des vidéos marrantes, ça ne va pas vous préparer à être détendu et relaxé pour aller vous coucher. Le dernier point, et bien sûr, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la lumière bleue émise par les écrans. Donc cette lumière bleue, où est-ce qu'elle agit? Donc elle rentre par les yeux. Dans la rétine, il y a des récepteurs spécifiques qui reçoivent cette lumière et qui l'envoient vers le noyau suprachiasmatique. Peu importe ce nom, l'idée c'est que dans le cerveau, il y a une horloge
il y a une région spécifique du cerveau qui code pour cette horloge. Et cette lumière va contrôler la régulation de la fameuse mélatonine, l'hormone du sommeil. Du coup, ces écrans bleus, eh bien, ils indiquent au cerveau qu'on est en pleine journée et que ce n'est pas l'heure d'aller se coucher. Et donc, on n'a pas cette sensation ni subjective de sommeil, ni physiologique de mélatonine qui est en train d'augmenter pour nous indiquer qu'il faut dormir. Alors du coup, vos ados ont sûrement dû vous dire « oui, c'est bon, je mets le filtre lumière bleue, là. » Du coup, on a la lumière orange sur le smartphone. Du coup, j'ai plus la lumière bleue. Alors effectivement, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Ça a été testé en laboratoire avec ce type de lunettes qui filtrent la lumière bleue. Donc ils ont comparé, c'était des chercheurs à Bâle, qui ont comparé des adolescents qui portaient ces lunettes et qui restaient un certain nombre d'heures le soir sur les écrans versus ceux qui ne les portaient pas. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'effectivement, ces lumières diminuent la suppression de mélatonine. Donc normalement, avec la lumière bleue, la mélatonine est moins forte, elle monte moins haut. Avec ces lumières, on remonte cette mélatonine. Et effectivement, il y a une diminution de la vigilance le soir, donc c'est efficace. Par contre, il ne montre pas d'effet sur le paramètre de sommeil. Donc ces filtres lumière bleue sont efficaces, mais dans une certaine mesure, ne sont pas magiques non plus. Quel impact des écrans en fonction de l'âge? D'après une méta-analyse sur 49 études, donc méta-analyse, comme on l'a dit tout à l'heure, ça regroupe un grand nombre d'études, il y a relativement peu d'effets, en tout cas significatifs, chez les enfants de 0 et 5 ans. Chez eux, c'est surtout la télévision qui est utilisée, mais également les consoles. Mais en tout cas, quand on rassemble l'ensemble des études, on voit moins d'effets. Par contre, l'ensemble des écrans, téléphones, TV, etc., consoles, affecte significativement le sommeil des enfants de 6 et 12 ans et on reporte de manière systématique une mauvaise qualité de sommeil. Et chez les adolescents, ici la revue portait sur les 13-15 ans, eh bien, tous les écrans, à nouveau, montrent un effet significatif sur le sommeil et il y a un lien très fort entre les réseaux sociaux et la qualité de sommeil. Plus vous passez de temps sur les réseaux sociaux, moins bonne sera votre qualité de sommeil. Ici, c'est une autre méta-analyse sur l'impact des écrans sur le sommeil. Et ils ont comparé ici des personnes qui utilisaient les écrans le soir versus ceux qui n'en utilisaient pas. Donc ceux qui utilisent sont en vert et ceux qui n'en utilisent pas sont en bleu. Et ils ont rassemblé l'ensemble de tout un groupe d'études. Ce qui est intéressant, quand on fait la revue de littérature sur cette question sommeil-écran, c'est que ici, je n'ai trouvé qu'une seule étude qui ne montrait pas d'effet d'écran. Donc toutes les études montrent qu'utiliser trop d'écran le soir n'est pas bon. On voit que s'endormir avec des écrans impacte le manque de sommeil, la qualité de sommeil, et également la somnolence la journée. Alors le but ici, ce n'est pas d'être moralisateur et dramatique, le but c'est d'essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes à améliorer leur sommeil, à ne pas souffrir de cette dépendance qui est malgré eux, et qui est pourtant, ils ont envie de rechercher des sensations, ils ont envie de ressentir des émotions, c'est leur période de développement qui veut ça. Comment les aider pratiquement? Je voudrais vous parler d'une étude qu'on a menée à Genève il y a quelque temps. Le but, c'était de mesurer l'impact objectif, de manière objective des écrans sur le sommeil. Et on a voulu étudier l'impact d'une règle simple sur le sommeil qui était arrêter les écrans à 21h. Et alors, on a voulu voir si ça impacte le sommeil, mais également la vigilance. Donc, voici ce qu'on a fait. D'abord, on a été dans les classes, on a vu une 50aine de classes à Genève et on a été de leur parler du projet. On leur a fait une petite explication sur qu'est-ce que c'était le sommeil, en quoi consistait le projet. Ensuite, pendant 2 semaines, on leur a donné des actimètres et on leur a demandé de remplir un agenda de sommeil pour voir leur habitude standard, en conditions normales, comment est-ce qu'ils dorment, pour avoir des données objectives de l'état de la situation. Ensuite, ils sont venus au laboratoire, on leur a parlé sommeil, on leur a fait une formation, qu'est-ce que c'est le sommeil, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on le mesure, on a enregistré le sommeil avec des électrodes, etc. Et puis, on leur a demandé de suivre une règle. La règle, c'était arrêter les écrans après 21h. Alors, vous imaginez bien que ça a été le drame, mais c'est impossible, mais vous êtes fous, quelque chose qui paraît complètement impensable. Donc on a misé sur l'effet groupe, on essayait de les motiver en se disant si personne de la classe est sur le réseau WhatsApp le soir, c'est pas grave si tu es pas non plus. Donc on essayait de les motiver au maximum, leur dire que
leur dire qu'ils allaient y arriver, que si tout le monde le faisait, ce serait plus sympa. Et pourquoi est-ce qu'on a pris 21 heures? Parce que, comme les recommandations, c'est d'avoir 9 heures de sommeil par nuit, et on doit se lever vers 7 heures. Donc l'idéal, c'est d'aller se coucher vers 22 heures pour un adolescent, et il faudrait arrêter les écrans 1 heure plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on leur a proposé d'arrêter les écrans à 21 heures. Et puis ensuite, on a fait une phase de débriefing. Pendant ce mois d'expérience, ils ont rempli un agenda de sommeil et un agenda d'écran sur une application. On leur demandait de dire à quelle heure ils allaient se coucher, à quelle heure ils se levaient. Et on leur a demandé de porter un actimètre. Donc on en a parlé de ces actimètres, c'est ces petites montres qu'on met au poignet qui nous permettent de mesurer la quantité de mouvement et donc de savoir objectivement s'ils dorment ou s'ils sont actifs. Donc pendant un mois, on a mesuré via agenda et actimètre leur activité et on a aussi fait des tâches de vigilance avant et après pour voir si le fait d'arrêter les médias améliore leur vigilance et on a pris de la salive pour mesurer leur courbe de mélatonine. Donc en première phase, on avait 315 adolescents âgés entre 12 et 19 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, en dessous, c'est les temps passés, SED, ce sont les écrans. On voit que plus on passe de temps sur les écrans, le soir, après, donc ici c'est toujours le temps passé. Le but n'est pas de diaboliser les écrans la journée, ici le but est de voir l'effet des écrans le soir. Donc ici, plus on passe de temps le soir sur les écrans, moins on dort. Ici, sleep duration, c'est le temps de sommeil. Et bien, plus vous passez de temps sur les écrans, moins vous avez d'heures de sommeil. Le graphique d'en dessous, qu'est-ce qu'on voit? C'est en fait la sécrétion de mélatonine, l'heure où la courbe de la mélatonine commence à monter. Et on voit que plus on passe de temps sur les écrans, plus notre courbe de mélatonine, le moment où elle monte, eh bien, le moment est décalé. Donc le fait d'utiliser des écrans décale votre sensation mais physiologique, le moment où vous sentirez vraiment que vous êtes fatigué. Alors on pourrait dire, plus on passe de temps à faire quelque chose, que ce soit les écrans, un bouquin ou un jeu de société, plus tard on va aller dormir. Donc on a comparé avec le temps, ici, sur des activités hors écran. Donc et on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre le temps passé à faire les devoirs ou faire du sport. Ce temps-là n'est pas corrélé avec la durée de sommeil. Donc si vous passez du temps à lire, à discuter, à faire un jeu de société, à faire du sport, ça ne va pas affecter de manière significative, il n'y a pas de corrélation avec votre durée de sommeil. Donc on montre dans cette première phase que l'exposition aux écrans le soir affecte négativement le sommeil. Dans la deuxième phase, on a eu moins de monde, évidemment, il y en a moins qui étaient motivés à arrêter les écrans, ce n'est pas très étonnant, mais quand même, on a eu 183 adolescents qui ont été d'accord de diminuer leurs écrans. Ici, en gris, c'est les données de la première phase et en bleu, lorsqu'on leur demande d'arrêter les écrans, et on voit qu'ils diminuent, effectivement, significativement, le temps d'écran, donc ils ont joué le jeu, ils ont été sympas. Et ils ont diminué de 1 heure, de 61 minutes, le temps d'écran. Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qui gagne? Ici, c'est le temps de sommeil en phase 1 et en phase 2. On voit que, surtout chez les plus âgés, on a gagné du temps de sommeil. Et on a gagné ce temps de manière significative. En moyenne, c'est 19 minutes, mais 19 minutes au quotidien, ça peut être énorme pour des adolescents qui sont en manque de sommeil. On voit que c'est surtout présent chez les plus âgés. On pense que chez les plus jeunes, comme il y a toujours la règle parentale qui est là, les parents sont encore un peu responsables des heures de coucher, tandis qu'à 17, 18 ou 19 ans, c'est moins le cas. Et on voit que plus ils ont joué le jeu, ici c'est la différence entre phase 2 et phase 1 pour le temps d'écran et la durée de sommeil, plus ils ont joué le jeu, plus ils ont arrêté les écrans, plus ils ont gagné du temps de sommeil. Donc une exposition limitée aux écrans augmente le temps de sommeil. On leur a également fait une tâche de vigilance. Ici, c'est une tâche de go-no-go. On doit appuyer le plus rapidement possible quand il y a un chiffre, sauf quand il y a le 3. Et on voit que, de nouveau, c'est phase 1 et phase 2. On voit qu'en phase 2, ils sont plus vigilants. Donc le fait d'arrêter les écrans, c'est une règle simple. On leur demande juste d'arrêter à 21 heures. Eh bien, ils arrivent à être plus vigilants la journée, du coup plus efficaces en classe, plus enclins à mémoriser ce qu'ils peuvent apprendre à l'école. Donc les mécanismes, ça passe principalement par la lumière. Quand on a les écrans, on a la sécrétion de mélatonine, donc on ne sent pas la fatigue est retardée. Et il y a également le remplacement du temps de sommeil par du temps d'écran. Quand on bloque les écrans, eh bien, on a la mélatonine qui se ravance, on a des activités hors écran, et du coup, on va avancer l'heure du coucher.
Avant de finir, j'aimerais bien vous parler, on a fait une étude récente après la pandémie pour voir s'il y avait des changements de sommeil. On a vu 325 adolescents par questionnaire en classe. Le temps de sommeil moyen n'a pas changé. Ils dorment environ 7h30, ce qui est beaucoup moins que les 9 heures recommandées. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement de ces questionnaires, c'est qu'on retrouve les mêmes choses qu'on a toujours vues dans toutes ces études, c'est qu'il y a un lien entre le manque de sommeil et les performances scolaires. Plus on dort, meilleur on a des performances scolaires. Ici, c'est sur 6, parce qu'en Suisse, les performances scolaires sont sur 6. Plus on dort, plus on a des problèmes à gérer l'humeur et le niveau d'anxiété et de dépression. Et la quantité d'écran est également impactée. Plus on a de règles sur l'utilisation des écrans, et moins on dort. Et donc, cette population qui dort moins de 7 heures par nuit est effectivement une population à risque pour tout un tas de facteurs. L'utilisation des écrans, l'humeur, la vigilance. Et finalement, quelles sont les solutions? Je terminerai par ceci. On a comparé les règles d'utilisation des écrans que les parents mettaient en place à la maison. Ici, vous avez deux groupes. On a comparé la durée de sommeil en fonction d'une règle. Il n'y a pas de règle fixe sur les écrans, mais c'est les parents qui disent « bon, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher, va te coucher ». On voit que ceux qui ont cette règle-là dorment en moyenne 15 minutes de plus que ceux qui n'ont pas cette règle-là. Quand il y a une durée fixe des écrans, tu peux utiliser l'écran 1 heure par jour, eh bien, on voit qu'on gagne 20 minutes de sommeil chez ceux qui appliquent cette règle. La dernière règle qu'on a testée, c'est pas de téléphone dans la chambre. Et quand les parents mettent en place ce genre de règle, eh bien, on gagne 34 minutes de sommeil. Donc les familles qui mettent en place cette règle, pas de téléphone dans la chambre, font en sorte que leurs adolescents gagnent 34 minutes de sommeil. Donc finalement, s'il y a une conclusion principale à tous ces travaux, c'est d'abord ne pas diaboliser l'utilisation des écrans. C'est un fait de société, les adolescents passent du temps dessus, ils sont intéressés par ça. Il faut prendre du temps pour comprendre ce qu'il faut et ne pas les culpabiliser. Par contre, le temps d'écran doit être arrêté le soir. À une certaine heure, il ne doit pas empiéter sur les temps de sommeil. Donc pour ça, il faut discuter, mettre en place des règles, mais je pense que ça commence avant l'adolescence. Il y a peu d'études chez l'enfant, mais c'est dès l'enfance qu'il faut proposer des règles. Il faut idéalement arrêter les écrans 1 heure avant l'heure du coucher, mais je pense que la meilleure règle à retenir, c'est pas de téléphone dans la chambre. Merci pour votre attention. Alors, nous avons le temps pour une ou deux rapides questions avec des réponses rapides, s'il vous plaît. Et je prends le temps que les questions arrivent pour vous dire que vous pouvez aller regarder sur le réseau Morphée ou sur le site de l'INSV où il y a plein de petites plaquettes de conseils pour le sommeil des enfants, le sommeil des ados, l'usage des écrans et tout ça. Il y a des plaquettes en accès libre. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi, je porte la parole d'une collègue qui m'a... Donc on a beaucoup parlé des adolescents, mais voilà, j'ai une collègue qui a une fille de 4 ans avec des réveils nocturnes fréquents, réguliers, toutes les nuits. Donc elle m'a dit, trouve-moi une solution. Donc du coup, sur quelle variable on peut jouer pour gagner du temps de sommeil lorsqu'on a... voilà, un enfant de 4 ans qui se réveille régulièrement la nuit et plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des solutions à part la régularité, les rituels, etc. Sur quelle variable on peut jouer voilà. Tu veux, Evelyne? Moi, je peux peut-être y aller. Écoutez, c'est sûr que quand on discute de façon plus spécifique en termes individuels avec quelqu'un, c'est important de lui poser des questions. C'est difficile de répondre à cette question-là, étant donné que la personne n'est pas dans la salle. Toutefois, quand on regarde les études scientifiques, ce qu'on voit dans les facteurs environnementaux, ce qui est le plus associé avec un problème de sommeil chez l'enfant, il faut regarder qu'est-ce que les parents font entourant le sommeil. Donc, il faut vraiment, avec votre ami, regarder qu'est-ce qui est au niveau du dodo. Là, Alors, après... d'après ce que je sais, bon, c'est une collègue qui est enseignante, donc il y a le rituel de l'histoire, il y a tout y est, les heures sont respectées, voilà. Bon,
On a un petit contexte. Mais la meilleure chose, c'est de favoriser l'autonomie au sommeil de plus en plus. L'autonomie au sommeil, comment ça se crée? C'est un peu comme plus l'enfant est capable de s'endormir par lui-même au début de la nuit, moins il va signaler par la suite son éveil nocturne dans la nuit. Parce qu'on s'entend que les enfants sont un peu comme nous. Ils vont se réveiller dans la nuit, OK? C'est normal d'avoir certains éveils, mais ce qui est dommageable pour une famille, c'est d'avoir des éveils signalés. Dans le sens, donc là, toute la famille se met à pas très bien dormir et c'est là que ça devient un peu la pagaille. Donc, plus l'enfant est capable de s'endormir par lui-même, puis on passe beaucoup moins de temps réveillé quand moindrement on signale notre réveil. Donc, c'est comme si on rentre plus facilement dans le prochain wagon de sommeil. On souhaite que ça soit de plus en plus modulé parce qu'au début de la vie, même un enfant qui se réveille, c'est naturel parce que c'est même une fonction adaptative contre le syndrome de la mort du nourrisson. Donc, on s'entend qu'il ne faut comme pas diaboliser encore une fois les éveils nocturnes, mais c'est qu'on souhaite accompagner le plus possible notre enfant vers une autonomie le plus complète. Un peu comme la marche. Au début, l'enfant tombe, se relève, mais en même temps, plus il réussit à avoir des coups et tout ça, mais plus il devient autonome dans sa sphère de développement. Donc, le sommeil, il faut le voir comme une sphère de développement à part entière. Et on est là pour mettre des conditions propices, gagnantes, afin de favoriser cette autonomie-là. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas? Oui. Ici, après... Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je me demandais juste, par rapport à ce que vous aviez écrit, Madame Stepenik, par rapport au temps d'écran, vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'effet sur les 0 à 6 ans sur le sommeil, si j'ai bien compris. Et il me semble que dans les recommandations, il faut limiter le temps d'écran pour les 0 à 6 ans de 30 minutes. Quelles sont les raisons de cette limitation? Alors, effectivement, quand on regarde objectivement, si on regarde le temps d'utilisation des écrans le soir, il n'y a pas d'effet chez les enfants. En même temps, les effets sont les mêmes que chez les adolescents, c'est-à-dire que si on laissait les enfants trop longtemps sur les écrans, bien sûr qu'ils auraient les mêmes effets que les adolescents et les adultes, ils iraient dormir tard. Donc il faut surtout mettre des restrictions sur l'utilisation des écrans chez les enfants. Les écrans ne sont pas bons pour plein de facteurs. Bien sûr, il faut limiter les enfants en dessous de 3 ans ne devraient pas être sur les écrans. Il y a les règles, le 3-6-9, pas d'écran avant 3 ans, des choses comme ça. Donc bien sûr, il faut absolument diminuer au maximum le temps d'écran en journée. Et en fait, on ne montre pas d'effet significatif dans les études parce que la plupart du temps, dans la majorité des cas, les parents ne laissent pas un smartphone dans la chambre d'un enfant de 5 ans sans contrôle. C'est parce que le fait n'y est pas. Mais il y a plein d'effets négatifs des écrans chez les enfants. Il faut bien sûr les réguler. Si je peux pas me mettre peut-être d'ajouter une composante, Virginie, c'est que quand tu regardes des méta-analyses, on ne trouve pas d'effets, mais parce que c'est des effets de cohorte liés aux études. Il y a beaucoup d'études trop anciennes où on utilisait essentiellement la télé et du coup là on ne voyait pas tellement de choses, mais les études les plus récentes où on intègre l'utilisation de la tablette et du smartphone montrent notamment que même des enfants très jeunes de 0-3 ans utilisent en moyenne 20 minutes d'écran par jour. Donc c'est très fréquent sur les études récentes, notamment en Angleterre, qui sont très bien publiées, et on a une perte de 15 minutes de sommeil par chaque heure d'utilisation de la tablette. Alors c'est vrai que quand on regarde des méta-analyses, c'est le biais des méta-analyses, et regarde sur tout ce qui a été publié, mais quand on parle d'utilisation des écrans, ça évolue tellement vite en fait, que du coup il faut vraiment regarder les études les plus récentes, et là on voit bien quand même un effet sur le sommeil. Oui, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des données. Et je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que l'utilisation des écrans de façon importante chez les petits est aussi associée à un moindre développement du langage. Oui, de sport, il y a beaucoup de paramètres. Oui. Je ne sais pas s'il y a une question vite rapide, parce qu'en fait, on a déjà un petit peu de retard. Et la dernière question. Alors, est-ce que par rapport au changement d'heure, est-ce que ça a un impact sur le sommeil des enfants? Et si on ne change plus d'heure, est-ce qu'il faudra choisir l'heure d'hiver et l'heure d'été? Et la deuxième chose, c'est dans les différents pays, enfin en France, on constate qu'il y a une sorte un peu de pression sociétale, voilà, au sens large, pour se coucher de plus en plus tard. Je prends l'exemple de l'heure du début du film du soir à la télé,
on est quand même passé de 20h30 à 21h15. Alors, est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens quand même du coucher plus tôt? Voilà. C'est tout un débat. D'ailleurs, on a eu un souper entre chercheurs hier soir, puis on en a un petit peu parlé là, du changement d'heure. Puis, écoutez, au Québec, actuellement, à chaque année, on se fait interviewer en tant que chercheur pour savoir est-ce que là, on doit arrêter ou non le changement d'heure. On sait par les études scientifiques que le changement d'heure vient quand même de façon macroscopique, donc quand on évalue tout ça, on se rend compte qu'il y a plus de suicides pendant cette période-là, plus d'attaques cardiaques et tout ça. Donc, on sait que de plus en plus, c'est démontré scientifiquement avec un effet groupe que oui, le changement d'heure vient comme un peu challenger notre corps de façon négative. Toutefois, au Québec, nous, on le fait mi-mars. Donc, je l'ai fait, moi, une semaine et demie. Très difficile parce que ça reste encore très noir de faire le changement d'heure. Donc, il y a beaucoup de liens avec la période aussi à laquelle le changement d'heure est fait. Aux États-Unis, ils parlent d'abolir le changement puis de garder ça plus à l'heure, je crois, d'hiver. Hein, c'est bien ça? L'heure d'hiver est l'heure la plus adaptée au rythme biologique normal humain. C'est pas celui que les gens préfèrent parce que il ne va pas dans le bon sens, mais c'est l'heure la plus proche du rythme solaire. Donc, c'est normalement celle qui est la plus adaptée. C'est ça. Mais il faut faire attention aussi avec les pays nordiques versus les pays qui sont plus au sud. Moi, je pense que des fois, on doit peut-être l'essayer pour voir est-ce que finalement, ça entraîne aussi plus de désavantages au niveau de la santé mentale aussi, parce qu'on sait que si on a un petit peu moins de temps d'ensoleillement, bien, aussi ça peut provoquer un peu plus de problèmes de santé mentale. On est vraiment encore dans la polarisation des choses. Est-ce qu'on arrête complètement ou est-ce qu'on change aussi la période de temps que c'est fait? Bref, je pense que on n'a pas encore tout à fait de réponse, mais oui, c'est long avant que la politique nécessairement mette les choses en place, mais on sait que effectivement, c'est un peu difficile pour le corps, là, mais les gens pensent plus à l'horaire hivernal, donc avec finalement ce qui favoriserait plus les couches-tard. Les couches-tôt. Les couches-tôt, oui. Du coup, il faudrait ça renforce le travail et moins la vie sociale après le travail. Moins les amusements puis plus le travail, exactement. Donc, ce sont des choix de société. Est-ce qu'on renforce le travail le matin ou les activités après le travail pour lesquelles il faudrait encore de la lumière? Mais effectivement, il y aurait moins de dépression, notamment voilà, en heure d'hiver. Bien, il nous faut arrêter là parce qu'il faut qu'on reprenne à 13h30. Je vous convie à revenir pour voir les différentes interventions qui ont pu être faites dans le milieu scolaire et les effets qu'ils ont pu avoir, et avoir le côté très pratique et pragmatique de qu'est-ce qu'on peut éventuellement vous proposer, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ce sommeil et la cognition, les apprentissages des enfants. Donc à 13h30 ici, s'il vous plaît. Merci. Bon déjeuner. Merci.